Chers amis de la nature et de la photo, j'ai des cascades à vous raconter. Plus précisément, je vais vous parler de comment prendre en photo des cascades aujourd'hui. Je vous renvoie à cette vidéo que j'avais pris à un super temple à Séoul pendant la pluie où j'expliquais les raisons artistiques pour lesquelles je prenais des photos de cascades de la façon dont je prends des photos de cascades. La saison des pluies en Corée du Sud a commencé, elle bat son plein et c'est pour ça que je suis à la maison parce que dehors c'est le déluge. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quand prendre des photos de cascades, comment, c'est-à-dire avec quel matériel, quelle ouverture, quel temps de pose, quels accessoires, et je terminerai avec le plus important, c'est-à-dire le message artistique. Commençons donc par le plus simple, en tout cas pour moi, quand prendre des photos de cascades. Balayons une évidence, il faut que vous sachiez à quelle période de l'année les cascades coulent. En Corée du Sud, la plupart des cascades ne coulent vraiment qu'en été, pendant la saison des pluies, mais c'est peut-être différent chez vous. Si vous habitez dans les hautes montagnes, c'est peut-être plus à la fonte des neiges. Renseignez-vous pour ne pas vous tromper. Plus précisément, je vous conseille vraiment de prendre des photos de cascades, soit au moment de la journée où toute la cascade et son environnement sont à l'ombre, parce que si vous la prenez en photo au moment où elle est au soleil, si elle est entièrement au soleil, peut-être que vous arriverez à vous en tirer. Le plus souvent, la lumière passe à travers les arbres et vous savez, il y a des points lumineux et des points sombres un peu partout. C'est vraiment pas idéal. Soit allez-y un jour où le temps est ultra couvert et là la lumière sera parfaitement diffuse, c'est génial et en plus c'est beaucoup plus facile à retoucher, alors pourquoi s'en priver? Passons désormais au matériel. Niveau matériel, il y a les raisons purement rationnelles et techniques. Si la cascade est très grande et que vous n'avez pas de recul, il vous faudra un grand angle. Sinon, vous pouvez très bien prendre un téléphoto ou un grand zoom comme celui-ci. C'est, et je ne vais cesser de le répéter au cours de cette vidéo, toujours dépendant de vos intentions artistiques. Avançons vers les réglages. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le triangle d'exposition, qui n'est pas un triangle d'exposition, c'est un tétraèdre, n'est-ce pas? Elle est là, regardez-la. Les deux réglages les plus importants sont l'ouverture et le temps de pose. Ici, peut-être le plus important est le temps de pose, donc je vais finir avec. Parlons d'abord de l'ouverture. Ici, il y a deux écoles, grande ouverture ou petite ouverture, voire focus stack, pour pouvoir avoir tout net dans l'image. Pour moi, les deux sont tout à fait valables. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez nous montrer et de l'émotion que vous voulez nous transmettre. Si vous utilisez un grand angle, dans beaucoup de cas, ça sera difficile d'avoir une profondeur de champ très courte. Vous serez donc amené certainement à avoir une ouverture très petite, voire si vous vous rapprochez de votre premier plan pour mettre en avant un autre sujet que la cascade, comme dans cette image, vous serez certainement obligé de faire un focus stack. C'est une technique que vous devrez donc maîtriser si vous voulez utiliser un grand angle. Deuxième et dernier réglage, le temps de pose. C'est le réglage qui divise énormément les gens sur les photos de cascade. Alors je vais essayer de rester objectif le plus possible. Bien sûr, ça n'existe pas l'objectivité, surtout pas en art, mais pour vous expliquer la chose, je vais faire de mon mieux. Il y a donc trois camps. Les temps de pose très courts, les temps de pose très longs et le camp entre les deux, auquel personnellement j'appartiens. Commençons par le temps de pose très court. Jack Frost, c'est pour toi. Avec un temps de pose très court, souvent à plusieurs millièmes de seconde, on peut arrêter chaque goutte de la cascade. Je ne suis pas particulièrement expert de cette technique en particulier, mais ce que je ressens en regardant les images avec des temps de pose très courts de cascade, c'est que ça accentue vraiment très fort la puissance de la cascade. Et deuxième avantage que je vois à ça, c'est que ça a un effet waouh sur la photo, donc les gens s'y arrêtent. Les côtés négatifs, en tout cas ce que moi je vois, c'est que pour les cascades, très souvent, c'est entouré de rochers ou d'une végétation, pour la Corée en tout cas, très dense, ce qui fait qu'il y a énormément de détails dans les cascades et je trouve que rajouter encore des détails dans la cascade elle-même, eh bien moi je trouve que ça fait trop de détails dans la photo. Encore une fois, je comprends tout à fait que ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est pour toi Jack Frost, c'est mon sentiment, je comprends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Le deuxième camp est peuplé par les gens qui aiment faire des poses très longues sur les cascades. En faisant des poses très longues, vous éliminez tous les détails dans l'eau elle-même et ça donne un aspect très épuré,
très artistique à vos photos. Ça donne aussi un aspect très calme et très serein à vos images. Il faut aussi voir que c'est très adapté également au noir et blanc. Ça peut être un plus. Pour ce qui est de l'aspect négatif de ce camp, on va dire, c'est que vous perdez une grosse partie, voire l'entièreté, de la puissance de la cascade. Mon avis personnel est que je vois très souvent sur les réseaux sociaux principalement, des gens, des débutants, mais pas nécessairement, qui découvrent ou aiment bien cette technique de pose longue, mais sans trop savoir pourquoi, et du coup publient des images où, oui, certes, l'eau est très lisse, mais en fait, sans travailler la composition, eh bien, les photos sont tout aussi inintéressantes, on va dire, que si elles avaient été prises avec n'importe quel autre temps de pose. Donc, à mon avis, sur les poses longues, encore plus critiquement, c'est français ça, que sur les poses courtes ou les poses moyennes, on va dire, travailler vos compositions va être mais essentiel. Enfin, troisième camp, le mien, un temps de pause, on va dire mi-long, mi-court, ça dépend si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, je sais pas d'où elle sort celle-là. Eh bien, c'est ce que vous imaginez, c'est-à-dire qu'on voit quand même les détails des gouttes, mais les gouttes sont un peu allongées. Ça permet à mon avis de garder le côté épuré et simplifié qu'on avait pendant les poses longues, mais pas complètement bien sûr, et de garder l'action de l'eau qu'on avait dans les temps de pause courts. Car le temps de pause court, même si on a arrêté l'action et qu'on voit bien l'action, surtout s'il y a des gros rebonds ou des choses comme ça arrête l'action. Alors qu'avec un temps de pause mi-court, mi-long, on voit légèrement le tracé de l'eau et donc ça peut rajouter en fait de l'action. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ça. Le côté négatif, c'est que vous aurez sûrement besoin d'un trépied, mais pas forcément si vous avez un appareil photo très stabilisé et que vous êtes super stable, parce que la plupart du temps, on va dire que c'est entre un quart et un 15/20 de seconde, donc ça peut se négocier. Parlons désormais accessoires. Le plus important, bien sûr, ça va être un trépied. Vous voyez? Parce que il arrive très souvent que l'endroit le plus opportun pour prendre une photo de cascade, c'est au milieu du cours d'eau, en bas de la cascade. Vous ne pourrez pas poser votre appareil sur l'eau, donc un trépied sera sûrement nécessaire. Et encore une fois, si vous prenez une pose très longue, vous n'avez pas le choix, il vous faut un pied, et un pied qui tient la route. Ensuite, les filtres. Il y en a deux, dont un que j'utilise presque toujours et que je vous encourage vraiment à utiliser, c'est le filtre polarisant. Alors, je vais le sortir de sa boîte. Si vous savez déjà ce qu'est un filtre polarisant, vous pouvez passer ce segment. Si vous ne savez pas, achetez-en un, c'est un bon investissement. Il tourne, vous l'entendez? Voilà, il tourne et en faisant tourner le filtre polarisant, vous arriverez à éliminer un maximum de reflets sur les rochers ou sur les plantes. Ça, c'est super important pour moi, parce que ce que je veux la plupart du temps quand je prends une photo de cascade, c'est que vous regardiez la cascade ou le sujet que j'ai mis devant, mais pas nécessairement l'huile ou l'humidité sur les feuilles des arbres et l'eau qui reflète la lumière du ciel sur les rochers. Donc en gros, la brillance sur les rochers. Et donc ce filtre polarisant circulaire, CPL, ça permet d'enlever ça. Pour moi, c'est un choix artistique. Je le fais pour diriger votre regard et assombrir les rochers autour de la cascade. Mais dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'utiliser ce filtre lorsque vous prenez des photos de cascade. Le point négatif de ces filtres polarisants, c'est que vous perdez entre, ça dépend des marques, hein, mais vous perdez entre 0,5 et 1 stop et demi de lumière. Mais j'insiste vraiment, utilisez-le. Le deuxième type de filtre, encore une fois j'ouvre la boîte, c'est toute la gamme des filtres ND 2, 4, 6, 8, 12, 16, 40 000, 14, 30. Voilà, celui-ci c'est un ND 1000, donc voilà, vous voyez absolument rien à travers, moi non plus. Et ça c'est très bien pour faire des poses très longues. Si vous voulez faire une pose plus courte mais que vous avez besoin d'un filtre ND, vous devrez amener soit une partie de la gamme, donc 2, 4, 8 ou 16, je crois que c'est. Ou alors, vous pouvez acheter un variable ND, donc qui tourne un peu comme celui-ci, et qui assombrira l'image. Bien sûr, si vous prenez vos cascades avec un temps de pause ultra court, ça ne vous sert à rien. Ça ne sert à rien d'en acheter. Si vous utilisez vos cascades en pause mi-longue, à moins que vous soyez en plein soleil, ce que je ne vous conseille pas, vous, comme moi, vous ne vous en servirez pas tant que ça. En revanche, si vous prenez des pauses très longues, c'est obligatoire. Et conseil
au cas où vous utilisez les deux. Mettez sur votre appareil d'abord le filtre ND, puis le filtre CPL, si vous n'avez pas de filtre magnétique. Parce que comme le devant du filtre CPL, donc polarisant, tourne, si vous les avez vissés trop fort, ça va être impossible de les enlever sans outil. ND et CPL à la fin, d'accord? Enfin, les deux derniers accessoires qui ne sont pas directement liés au matos photo, mais qui sont ultra importants, c'est des chiffons pour nettoyer. Parce que oui, vous vous trouvez dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, ça va forcément splasher sur votre appareil, sur votre trépied, sur vous. Donc vous aurez besoin de nettoyer. Et n'en prenez pas qu'un, prenez-en plusieurs parce que ces tissus de microfibre là, c'est bien genre une ou deux fois, mais après ça ne sert plus à rien. Donc il faut en ramener plusieurs. Et une dernière chose que j'ai pas mis sur la table, vous allez comprendre pourquoi, c'est des chaussures qui sont OK pour prendre de l'eau. Moi, j'ai mes vieilles baskets ou mes sandales qui font l'affaire. Si vous avez besoin un peu de chaleur, des bottes, c'est très bien aussi. Bien, on a fini avec le matériel. Passons au plus important, l'aspect artistique et donc votre message. Regardez ces deux photos. Et maintenant, regardez ces deux photos. Lesquelles avez-vous préférées? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le gigantisme des premières vues ou les émotions plus poétiques, plus délicates des deuxièmes. Pour ma part, je préfère les secondes. Je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit dans la vidéo vers laquelle je vous ai dirigé au début de cette vidéo, car ça serait vraiment trop long. Mais pour faire très vite, je parle de raconter une histoire avec une image en incluant du contexte, ou alors zoomer pour évoquer une émotion. Et moi personnellement, lorsque je vois une cascade, je suis submergé d'émotions avant même de vouloir raconter une histoire. C'est pour ça que je préfère les images plus zoomées. Aussi, je me souviens très précisément où, comment et dans quel environnement et quel état d'esprit j'étais lorsque j'ai pris ces deux images. Mais ça n'est pas nécessairement le cas pour ces deux images-ci. C'est un choix personnel qui s'est imposé à moi juste parce que je suis moi. Et il n'y a aucune raison pour laquelle vous devriez faire la même chose que moi. Parce que si vous avez préféré les grandes images plus épiques des cascades de tout à l'heure, alors c'est votre style. Allez-y à fond, approfondissez-le et racontez-nous les images que vous prendrez dans ces cascades de cette façon-là. Je vous invite juste à réfléchir aux émotions que vous ressentez lorsque vous êtes face à une cascade. Est-ce que vous ressentez la puissance de l'eau, le côté épique de la scène qui est devant vous? Auquel cas, peut-être vous voudriez prendre un grand angle pour tout montrer, ou montrer un sujet plus petit devant, histoire d'en montrer la taille, ou prendre un temps de pause plus court pour pouvoir justement figer l'action de l'eau et montrer cette puissance de la chute d'eau. Ou alors, si vous êtes comme moi, peut-être que devant une cascade, vous êtes épris de sérénité, de calme et tout simplement de contemplation devant cette beauté de la nature. Auquel cas, peut-être, vous préféreriez prendre des pauses un peu plus longues, voire très longues. Utiliser les éléments du décor pour comparer l'immobilisme et le mouvement de l'eau, donc amener un peu plus de poésie dans votre image. Peu importe, écoutez-vous, vous, c'est vous qui prenez la photo, pas votre appareil. Donc mon dernier conseil est très souvent le même dans mes vidéos, mais je vais le répéter encore une fois, c'est de vous dont vous parlez en prenant des photos. Montrez-nous vous et vous verrez que vous prendrez de bien meilleures photos et des photos qui vous seront plus mémorables. S'il n'avait pas fait ce temps difficile à contrôler, je me serais trouvé au pied d'une cascade et je vous aurais montré comment j'aurais pris cette cascade en particulier en photo. Mais vous avez vu les conditions, donc je suis à la maison. J'espère vraiment que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui et les images que je vous ai montrées vous inspireront pour vos prochains shoots photos devant une chute d'eau. Comme toujours, si vous pensez que c'est le cas, laissez-moi un like, abonnez-vous, laissez-moi un coin-coin en commentaire, c'est super important pour le référencement YouTube. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.